J'ai tellement entendu cette phrase de clients qui disaient « Mais mon architecte m'a fait un projet complètement hors budget. » Mais oui, mais bien sûr. Et c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. On ne nous enseigne pas combien coûtent les choses. On nous dit « Faites rêver le client ». La créativité, elle naît de la contrainte. Le budget, ça peut être une contrainte très intéressante pour être créatif. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maëlys Dorn. Bonjour Maëlys. Salut Caroline. Je suis contente de t'avoir. Tu es architecte d'intérieur et fondatrice d'Optimise Mon Espace. Avec plus de 10 ans d'expérience, Maëlys, tu as constaté que le quotidien de l'architecture d'intérieur ne s'apprend pas à l'école. Tu as créé l'atelier Home, comme Habite et Optimise Mon Espace, en 2017 pour transmettre ton expérience tirée de plus de 300 chantiers. Ça en fait. La formation aborde toutes les étapes, de la compréhension de l'espace jusqu'à la pendaison de crémaillère. Adaptée aux novices et aux professionnels, tu offres une plongée profonde au cœur des projets et des chantiers pour apporter du plus au logement. Maëlys, tu as défini 4 piliers de l'architecture d'intérieur qui guident ton travail, le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage. Et j'espère qu'on va comprendre tout ça juste après. Donc le sujet du jour, c'est comment optimiser son espace en fonction de ses habitants. Est-ce que tu es prête pour échanger là-dessus, Maëlys? Je suis prête. Si je peux juste compléter Bien sûr. Ta présentation. Tu as parlé de l'atelier Home, qui était la toute première formation de l'école Home, qui est aujourd'hui une vraie école. Donc on forme à la reconversion. On forme à l'architecture d'intérieur des adultes en reconversion uniquement, et on a tout un parcours. Alors je dis on parce que je suis plus toute seule. On a une équipe de 25 maintenant. Génial. Donc on a tout un parcours qui va de je découvre le métier, la méthodologie, à je vis de ce métier. Donc, en passant par je suis expert en optimisation d'espace de l'habitat. Donc, on a défini le métier de homer, qui est justement un professionnel architecte d'intérieur qui va avoir cette approche et cette méthodologie et cette philosophie qui est la philosophie Home, H-O-M-E, comme tu as dit, habiter et optimiser mon espace. Et on pourra en reparler si tu veux. Et donc le Homer, on revendique ça comme une marque, comme un label, comme un métier. Et c'est un réseau aujourd'hui de Homer qu'on peut mettre à disposition de tous les particuliers qui ont envie d'avoir un habitat bien conçu au service de l'humain. Voilà. Trop bien. Merci pour ce complément. Ça permet effectivement de voir un peu l'ensemble de ce que vous proposez du coup, parce que comme tu disais, tu n'es plus toute seule. Trop bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on rentre dans le sujet. Tu m'as préparé 2 affirmations. On a notre fameux jeu brise-glace que tu vas me poser. Et à toi d'essayer de me piéger, de savoir laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Ok. Alors, je te dis les 2 phrases d'un bloc. Vas-y. Okay. Je suis toute oui. Alors, ces 2 sujets qui, a priori, n'ont rien à voir. Alors, la première phrase, le métier d'architecte d'intérieur ne s'apprend pas à l'école. Ok. Et la deuxième, si une peinture ou un parquet sont référencés A+ sur l'émission de l'air intérieur, c'est un gage de produit bon pour notre santé. Ok, bon, je pense que je sais du coup, en ayant fait mes petites recherches. Je dirais que la vraie ne s'apprend pas à l'école. C'est vrai, ça ne s'apprend pas à l'école, puisque c'est aussi une chose que tu prônes du coup, en ayant fait un peu mes recherches. Et la deuxième, du coup, je dirais que c'est la fausse. Ouais. Alors, pour donner une petite explication, le métier d'architecte d'intérieur ne s'apprend pas à l'école. Évidemment, je me fais pas mal d'ennemis avec cette phrase, et pourtant c'est marrant parce que les professionnels qui me disent tu peux pas dire ça sont en vrai complètement d'accord avec cette affirmation si tu discutes un peu avec eux. C'est juste parce que ça dérange, je pense. Oui, voilà, c'est juste qu'il faut pas dire trop du mal des écoles que tu dois payer 10 000 € l'année pendant 5 ans. Voilà. Donc ça fait quand même un cursus à 50 000 €. On crache pas dessus. À la fin de ce cursus-là, qui est un cursus classique d'architecture d'intérieur, on a un beau diplôme
on a appris à maîtriser des logiciels, on a appris à créer des images, et en fait, on n'est jamais allé sur le chantier. On n'a jamais eu aucune relation avec un client. On ne sait pas ce que c'est qu'un client. On ne sait pas évaluer les besoins d'un client, lui poser des questions. On n'a jamais été confronté au bâti. On n'a jamais été sous un évier voir où passe la plomberie. On n'a jamais respiré de la poussière de plâtre ou été voir comment était un tableau électrique. Rien de tout ça. Donc tout ce qui fait le quotidien du métier, tout ce qui fait 80% du métier en réalité, voire plus, ça ne s'apprend pas à l'école. Et ça s'apprend où ? Ça s'apprend sur le terrain. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, à la base, que j'ai créé cette formation Atelier Home et qu'ensuite j'ai créé toutes les autres formations qui suivent, qui sont vraiment des formations hyper concrètes, appliquées dans le concret. L'objectif de l'Atelier Home, c'est pour apprendre, tu dois avoir un vrai projet cas d'école. Et nous, on enseigne une méthodologie. Donc, directement, tu vas commencer par donc choisir un vrai projet de rénovation et tu vas devoir mesurer ton espace. Donc, comment on fait ? Voilà. Comment on utilise les outils ? Rien que comment on utilise un mètre ruban. Ça paraît bête. On pourrait se dire, c'est bon, tout le monde sait faire, on déroule le truc. Non, il y a plein de petites astuces qui sont très simples. C'est facile à apprendre, mais une fois qu'on le sait, on le sait, mais voilà. Tout à fait. Et toutes les mesures qu'il faut prendre, etc., ça s'apprend aussi. Et ça s'apprend pas à l'école, malheureusement, et c'est dramatique parce qu'en fait, le relevé de métré, c'est complètement la base de notre travail. En fait, si ce relevé est faux, tout le reste du projet va être faux. Et ensuite, l'intelligence de conception, qui est vraiment la partie que j'enseigne, qui est vraiment la grosse force du Homer, qui vraiment été formé non pas à l'utilisation de logiciels ou au côté très purement déco, mais vraiment au côté ergonomie de l'espace, pensée pour l'humain. Ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. La maison, c'est un sujet dans une école d'architecture d'intérieur, c'est un non-sujet. Une maison, je sais pas, j'imagine que tout le monde se dit, tout le monde a une maison, tout le monde sait comment ça marche. Il faut un certain nombre de chambres, de salles de bain, une cuisine, un salon, et puis voilà. On considère que c'est acquis peut-être déjà. On considère que c'est acquis. Alors, je sais pas, tu portes peut-être, tu portes des pantalons, tu portes un pull, Est-ce que parce que tu utilises ces vêtements, est-ce que tu saurais les faire ? Est-ce que tu saurais les concevoir ? Est-ce que tu saurais les coudre, les tricoter ? Non, pas forcément. Et en fait, c'est pareil pour une maison. Une maison, si tu n'apprends pas vraiment comment on fait pour qu'une maison soit au service de notre quotidien et du quotidien de l'ensemble des personnes qui composent le foyer, parce qu'en fait, c'était ça, en fait, mon constat, c'est à un moment donné, j'ai observé mon mari, mes enfants, et je me suis dit, mais merde, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes façons de ranger, on n'a pas les mêmes façons d'habiter. Et pourtant, on s'aime, mais putain, mais en fait, toutes les scènes de ménage, ce qu'on appelle les scènes de ménage, ça vient de là, ça vient du fait qu'on est différents. Et en fait, on conçoit une maison qui fait pour, finalement, une personne du foyer. Voilà. Donc, tout l'intérêt de l'approche home, c'est de regarder aussi qui sont les individus qui composent le foyer et comment ils utilisent la maison du matin jusqu'au soir, en fait, et à travers tous les petits gestes de j'allume la lumière en un endroit, je l'éteins à un autre, je coupe mes légumes ici, je jette mes épluchures là, etc. Je sais où je vais ranger mon manteau, mes chaussures, etc. Si tout est fluide, on a une maison qui est au service de notre bien-être, alors que si tout n'est pas pensé correctement, ça va être des micro-contrariétés tout au long de la journée, de te dire il y a ça qui s'est mal passé. Tu les sens même plus en fait à la fin, mais c'est inconscient, ça te grignote de l'énergie en fait tout au long de la journée de la lumière elle est pas au bon endroit, j'ai pas assez de place pour couper mes légumes, je sais pas où ranger ci ou mon linge sale est pas au bon endroit, enfin voilà, tout ça. Et cette conception là qu'on voit pas forcément justement dans une école traditionnelle d'architecture d'intérieur. Pas du tout. On se penche absolument pas sur l'humain, on se penche sur faire des belles images, faire rêver le client. Voilà. Donc le seul objectif, c'est créer des intérieurs qui seront dans les magazines, en fait. Et qui ne sont pas forcément effectifs pour les personnes et les habitants, quoi.
c'est ça. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette approche-là de remettre l'humain, en fait, au cœur du sujet de l'architecture d'intérieur et de l'habitat. Ok, Voilà. trop bien. Et surtout, et pour la deuxième affirmation, du coup? Alors, pour la deuxième affirmation, si une peinture ou un parquet sont référencés A+ en émissions de l'air intérieur, c'est un gage de produits bons pour notre santé. Eh bien, malheureusement, pas. Ça peut être un premier indicateur de c'est peut-être un peu moins dégueulasse que d'autres trucs, voilà. Mais si tu vas regarder, et ça c'est un truc, je viens de passer une journée de tournage avec France 5 là pour un reportage justement sur la qualité de l'air intérieur, et je disais que c'est hallucinant quand tu choisis une peinture ou n'importe quel matériau ou un mobilier ou quoi que ce soit qui est quelque chose qui va t'entourer. Hein, l'habitat, c'est quand même notre troisième peau. L'épiderme étant la première, nos vêtements étant la deuxième. Quand tu achètes quelque chose à manger, tu as la liste des ingrédients sur l'étiquette, la boîte, sur l'étiquette. Ouais. Quand tu achètes un vêtement, tu as la liste aussi des matériaux qui le composent. Quand tu achètes un pot de peinture, t'as quasiment aucune info. Tu ne sais pas dans quoi tu vis. Et ce référentiel A+, il ne va parler que des 10 plus gros polluants de l'air intérieur. Les 10 plus gros. Mais il y en a 100. Il y en a 100 qui sont hyper toxiques, en fait. C'est énorme. Et en réalité, si tu vas dans une grande surface de bricolage acheter ta peinture, on va te vendre de la peinture classée A+, et quand tu regardes la composition, tu vois peinture acrylique. 100% acrylique. C'est quoi de l'acrylique? C'est du plastique. Donc en fait, tu mets un film plastique sur tes murs. Tu vis dans du plastique. Est-ce que tu mettrais un vêtement en plastique sur toi? Non. Bon, on a des vêtements aussi en acrylique, on est d'accord, mais on respire quand même. Il y a plein de trous, il y a des manches, il y a des voilà, et c'est quand même pas les meilleurs vêtements, clairement. On est quand même conscient. On cherche plutôt des matières naturelles, d'ailleurs. Sur des matières, voilà, quand tu mets du coton ou de la laine, ça n'a rien à voir avec de l'acrylique, clairement. Et ben pourtant, c'est ce qu'on met sur nos murs. Quand tu achètes un meuble aussi, quand tu vas notamment chez l'empire du meuble en kit, ces meubles en kit, ils sont faits à base de quoi? À base de panneaux de particules, qui sont les panneaux de particules, c'est aggloméré avec de la colle. Et ces colles-là, elles sont nocives pour la santé. Et en fait, c'est très compliqué, c'est même mission impossible de savoir exactement la composition des panneaux, alors que c'est pas du bois massif. Il y a des miettes de bois, quelle colle, comment ils sont agglomérés. Ensuite, il y a une feuille de mélamine dessus. Comment, quoi, où c'est fabriqué. Tout ça, tu n'as pas l'info, en fait. C'est incroyable. Et je pense que c'est le prochain scandale sanitaire qui va éclater. C'est vraiment dans quoi on vit, en fait. Qu'est-ce qu'on respire? C'est un documentaire pour Élise Lucet, ça, d'aller chercher dans quoi on vit. Ouais. En fait, c'est un vrai problème parce que la santé, c'est d'abord ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on respire. Et ce qu'on mange et ce qu'on boit, on se dit ce qu'on mange, c'est un peu plus facile de s'en rendre compte, tu vois. Tu te dis je vais acheter bio, je vais arrêter d'acheter des produits transformés, voilà. Ce qu'on boit déjà, l'eau, ça devient un step plus compliqué parce que on nous dit que l'eau qui sort du robinet, elle a été traitée, qu'elle est potable, etc. En réalité, il y a encore pas mal de polluants dedans, mais ça se voit pas. Voilà. Mais ce qu'on respire, ça se voit encore moins. Et en fait, on n'a absolument pas conscience. Voilà. Et ça, c'est absolument dramatique. Donc, je pense que ce sera le prochain scandale sanitaire, clairement. Et s'il y a une explosion de cancer, de maladies respiratoires, etc., c'est pas anodin. C'est pas anodin. Nos maisons ont clairement changé depuis des dizaines d'années, et forcément, ça participe à une dégradation en fait de l'air intérieur. Surtout que aujourd'hui, on vit beaucoup plus à l'intérieur qu'à une époque où on vivait 70% du temps dehors et 30% dedans. Maintenant, c'est le contraire. On vit largement, au moins 70%, si c'est pas 90%, parfois certaines journées 100% du temps dedans. Tout à fait, avec le télétravail, avec ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Tout à fait. On est revenu dans nos maisons. C'est ça. Donc, c'est quand même important de se pencher sur cette question de, au fait, c'est quoi que je respire au quotidien?
Est-ce que ma maison est bien ventilée? Et quels sont les matériaux qui m'entourent? Voilà. Complètement. Bon, bah, c'est bien. Ça fait déjà une belle introduction, du coup, je trouve. Peut-être qu'on peut compléter. Je voulais quand même qu'on ait un peu en introduction aussi ce côté, c'est quoi une architecture pertinente dans ce contexte d'optimisation de l'espace? De peut-être faire la distinction. Alors, justement, tu en as parlé un petit peu. Il y a le côté très décoratif, mais c'est quoi l'architecture pertinente aussi sur l'optimisation? Alors, l'architecture d'intérieur pertinente, elle va être fondée sur, tu l'as dit, 4 piliers, le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage. Okay. Donc, le côté sur-mesure, c'est vraiment, on se penche sur la question qui sont les humains que je vais faire cohabiter ensemble. Et on ne conçoit pas une maison pour monsieur et madame A comme on la conçoit pour monsieur et madame B. C'est complètement utopique de se dire qu'on pourrait concevoir des modèles de maison qui soient les mêmes pour tout le monde, en fait. Voilà. Parce que même s'il y a des bases communes, on n'a pas les besoins, on a chacun nos besoins personnels en fonction de nos modes de vie, de nos goûts, de tout ça. Donc déjà, le sur-mesure, c'est se pencher à la fois sur l'ensemble du foyer, mais aussi sur les individus qui composent ce foyer et leurs besoins respectifs. Le sur-mesure, c'est aussi bien connaître le bâti et la maîtrise, c'est la maîtrise de l'espace, en fait. Et cette maîtrise de l'espace, malheureusement, elle s'enseigne pas à l'école. C'est pour ça que j'ai fondé l'école Home. Mais cette maîtrise de l'espace et d'optimisation d'espace, justement, c'est bien connaître toutes les techniques pour en fait l'optimisation d'espace. Souvent on a l'impression que c'est mettre des mobiliers multifonctions, des lits qui se rabattent, des trucs comme ça qui sont en réalité pas du tout pratiques. En réalité non, on va traquer les mètres carrés les mètres carrés perdus, mais après il va y avoir plein d'astuces sur la façon dont on va positionner nos meubles. En fait, on va faire un petit peu le jeu Tetris, quoi, tu vois. Mais pour avoir vraiment cette sensation de plus grand, et c'est assez magique et ça peut être vraiment impressionnant, l'optimisation d'espace, le fait de transformer un T2 en T3, un T3 en T4, et d'avoir l'impression de plus grand alors qu'en fait on a rajouté une pièce et sans agrandir la superficie. Donc on pourrait se dire j'ai divisé l'espace, ça doit être plus petit, etc. Et en fait non, si c'est bien fait, c'est assez magique. Il peut y avoir un réel changement. Ouais. Vraiment à vivre. Et après, alors pour le côté durable, donc c'est vraiment prendre soin de la planète évidemment, mais prendre soin de la planète, c'est d'abord prendre soin de soi en fait, tout simplement parce que la planète c'est un peu, voilà, c'est ce qui nous nourrit en fait. Faut quand même pas l'oublier. Hein. Si on n'a plus de planète, bah on n'est plus là. On n'est plus. Voilà. Donc moi ça me fait rire les politiciens qui disent oui l'écologie oui mais pas à n'importe quel prix. Bah si en fait à n'importe quel prix, bien sûr à n'importe quel prix en fait, au prix de la vie en fait, c'est tout. Voilà. Donc le durable, oui, prendre soin de la planète, mais aussi prendre soin de sa santé, être hyper vigilant sur les matériaux qu'on va utiliser et puis la façon de concevoir peut-être en réutilisant certaines choses, etc. Le rentable, c'est un sujet qui est important et qui, encore une fois, n'est pas du tout appris à l'école. Alors, c'est pour ça qu'on a des architectes. J'ai tellement entendu cette phrase de clients qui disaient, mais mon architecte m'a fait un projet complètement hors budget. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. On ne nous enseigne pas combien coûtent les choses. On nous dit, faites rêver le client. Faites rêver le client. Faites que du beau. Faites du beau, faites rêver le client, budget nos limites, place à la créa, enfin voilà, ce genre de phrases, tu vois. La créativité, elle naît de la contrainte. Le budget, ça peut être une contrainte très intéressante pour être créatif. Donc, la rentabilité d'un projet, c'est hyper important. Et ce que je dis toujours, c'est moi, en tant qu'architecte d'intérieur, ce qui m'intéresse, c'est moins de respecter le budget du client que de respecter son investissement. Et c'est différent. Ça c'est différent. Parce que le budget, tu peux avoir autant un client qui dit ouais je suis très large en budget, j'ai pas de souci, mais in fine tu vas lui faire un projet qui va être ultra luxe, mais à la revente de sa maison par exemple, il va pas s'y retrouver. À l'inverse, tu peux avoir un client qui te dit j'ai que 15 000 € à mettre dans ma réno, et puis en étudiant son projet, et puis qui te dit mais dans 2-3 ans, je vais déménager parce que là, j'ai
par exemple, une mère célibataire qui vient de divorcer, qui a 2 enfants, qui ont 8-9 ans, et qui te dit, bon, de toute façon, d'ici maximum 3 ans, je vais devoir déménager pour un T4 pour qu'ils aient chacun leur chambre. Et là, quand tu étudies le projet et que tu dis, OK, pour 15 000 €, effectivement, je te rénove juste ta cuisine et un petit peu ta salle de bain. Mais si tu mets 15 000 € de plus, tu peux avoir tout de suite ton T4 dans le même espace. À ce moment-là, dans 3 ans, tu économises des dizaines de milliers d'euros de frais de notaire. Tous les frais que ça coûte un déménagement, tous les frais, le supplément que va te coûter l'achat d'un appartement plus cher. Tu vois? Puis la charge mentale aussi. La charge mentale, etc. Plus, évidemment, tout ce que va te coûter les travaux que tu vas avoir dans ce nouveau logement, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a toujours des travaux, au moins des petits travaux de peinture, de mobilier, de quoi que ce soit, quand on aménage dans un bien. Donc là, ouais, on peut faire un projet a priori hors budget, mais en réalité avec un bien meilleur retour sur investissement, parce qu'on a pensé moyen, long terme, et pas juste répondre au cahier des charges primaire du client. On va l'aider aussi à pousser sa réflexion un peu jusqu'au bout. Voilà. Ok. Et ensuite, le dernier pilier, c'est le partage. Alors le partage, c'est quoi? C'est vraiment cette conscience que l'habitat est un espace à partager. Et c'est aussi cette conscience que un projet d'architecture d'intérieur, un architecte d'intérieur formé à la méthodologie Home, en tout cas, il va être vraiment dans cette notion de collaboration avec ses clients qui ne vont pas lui donner une carte blanche. Il y a vraiment énormément d'échanges qui vont se créer. Et dans notre méthodologie de travail, en fait, on va vraiment les amener à participer au projet. Et le partage, c'est aussi une façon de voir notre façon de progresser dans notre métier et notre façon de nous former en continu. C'est qu'en fait, on ne considère pas les autres architectes d'intérieur comme des concurrents. On les considère comme des partenaires. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait, dans notre approche. La démarche, elle est différente, oui, complètement. Ouais. Trop bien. J'aimerais bien peut-être que tu me détailles. J'ai pris un peu conscience de ta méthodologie, mais peut-être un peu le processus général pour optimiser son espace quand on veut le faire même par soi-même un petit peu. Déjà d'avoir un petit peu les étapes, les grandes étapes. Et puis peut-être qu'après on prendra des petits cas concrets, mais déjà dans la théorie, étape par étape, qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut optimiser son espace? Alors la première chose, peut-être avant même de bien connaître son espace, c'est de bien connaître ses besoins et son projet. Donc tu l'as déjà téléchargé, j'ai créé un guide, le fameux guide Home des 10 questions à se poser pour réussir son projet. C'est une ressource qui est gratuite sur le site optimisemonespace.com. Cette ressource-là, elle va permettre de se poser, de réfléchir à son projet justement sur du long terme. Et les 2 questions qui pour moi sont les plus importantes, c'est pour qui et pour combien de temps. Et c'est souvent des questions qui sont un peu passées à la trappe. Parce que pour qui, on y répond de façon brève, très, très brève. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment connaître les individus, leur caractère, leur personnalité, qu'est-ce qu'ils font dans la maison, qui c'est qui cuisine, qui c'est qui fait le ménage, qui c'est qui est-ce que ça doit changer, est-ce que voilà, comment qu'est-ce qu'on aime faire à la maison, est-ce qu'on travaille à la maison, est-ce que je sais pas, plein de choses en fait, est-ce qu'on a l'habitude de repasser, de coudre, voilà, en fonction de ça, on aura besoin de différents espaces à définir pour nos différentes activités, bricolage, etc. Donc ça, c'est vraiment bien définir ses besoins. Et la question pour combien de temps, c'est justement, je te parlais tout à l'heure de cette maman solo avec ses 2 enfants, pour combien de temps je vais vivre dans cet appartement? Pour combien de temps? Et si je quitte cet appartement ou cette maison, est-ce que je vends ou est-ce que je le louerai à d'autres locataires? Et à quel profil de locataire ou à quel profil d'acquéreur est-ce que je vais transmettre ce bien? Et en fonction de ça, de ce qu'on va viser, on va pas concevoir de la même façon.
Est-ce qu'on va concevoir pour aujourd'hui, mais aussi pour demain? Et même si on n'a absolument aucune idée de, non, mais moi, ici, je rentre dans cette maison, c'est vraiment un achat long terme. Je me vois même pas d'échéance de le quitter. Même sur ce type de projet, la question pour combien de temps, elle est capitale parce qu'elle est reliée au pour qui. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as des enfants en bas âge, eh bien sache qu'ils vont grandir. Voilà. Et peut-être qu'il y en aura aussi d'autres qui vont s'inviter, ou des animaux domestiques, ou des voilà, peu importe. Et la question pour combien de temps, c'est aussi de se dire, ok, quand mes enfants, si par exemple j'ai des enfants qui sont déjà adolescents, voilà, on sait que on a un petit peu une deadline, tu vois, qu'on a. Il y a une évolution. Potentiellement, à un moment donné, le syndrome du nid vide qui nous guette, quoi, tu vois. Et ben c'est bien de l'anticiper, ça. C'est bien de regarder cet avenir-là en face et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de leur chambre plus tard? Est-ce que ça va être juste un espace vide, ou est-ce que ça va être un espace que je vais utiliser aussi quand ils sont pas là? Combien de temps, est-ce qu'ils reviendront souvent, etc. Est-ce que potentiellement je pourrais concevoir la maison de façon à ce que quand on sera plus que 2, au lieu d'être 5, eh bien, on pourrait peut-être louer une partie de la maison à des étudiants ou à des locataires en saisonnier, ou avoir une activité professionnelle à la maison. En fait, tout ça, c'est ce qui fait qu'on va faire une conception pertinente, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'ensemble du projet et se dire, ok, c'est quand même un sacré investissement que je mets sur la table là. Combien de temps ça va me durer, quoi. Voilà. Comment je vais le rentabiliser, ce projet. Voilà. Oui, ça permet, en fait, au lieu d'avoir la vision souvent court terme, ok, je vais avoir une famille, ok, petits enfants, etc. C'est très bien, on prévoit la chambre du bébé, mais il n'y a pas le côté après et rentabiliser aussi, comme tu dis, quoi. Donc, la chambre du bébé, c'est typiquement le symbole de voilà, les futurs parents qui se penchent sur l'accueil d'un nouvel arrivant dans le foyer, le bébé. Et ben en fait, cette chambre de bébé, alors déjà premièrement, c'est un vrai scandale sanitaire, encore une fois, mais souvent on fait 1000 erreurs dans cette chambre de bébé, de peindre avec des peintures qui sont bourrées de COV, de les mettre dans des lits qui viennent de chez Ikea et qui sont des lits en mélaminé, qui vont faire attention à ces matériaux, des colles en formaldéhyde, etc. Donc déjà les matériaux, souvent la chambre de bébé c'est le pire parce qu'on achète tout en neuf, et plus c'est neuf, plus c'est dangereux en fait. En vrai, il vaut mieux acheter d'occasion à la limite. Voilà. Mais au-delà de ça, bébé, il s'en fout de sa chambre en vrai. Bébé, il va pas être souvent dans sa chambre. Il va être dans la chambre des parents, il va être dans le salon, il va être dans la cuisine, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de se pencher sur les autres pièces de la maison, dans lesquelles l'enfant va grandir et va évoluer, en fait. Et l'idée, c'est pas de vouloir à tout prix sécuriser, mettre des blocs-portes au placard. Non, c'est tout le contraire, en fait. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie Montessori, adapté à l'habitat. Comment est-ce que je fais pour que la maison soit le premier lieu d'éducation d'un enfant? Et à ce moment-là, il y a plein de questions à se poser dans la cuisine, dans le salon, dans plein de choses, dans sa chambre aussi, bien sûr. Mais voilà, comment est-ce que je fais pour qu'il gagne en autonomie, pour s'habiller, pour se laver, pour ranger la vaisselle, pour se servir un verre d'eau, etc., pour même se griller une tartine, pour vider le lave-vaisselle. Est-ce que tu as une astuce là que tu as en tête justement à partager par rapport à ça pour adapter justement à l'arrivée d'un enfant, ou juste s'il y en a une qui te vient en tête? Ouais, en fait souvent les logements ils sont conçus effectivement pour des adultes, et on va se dire je vais lui mettre un marchepied, je vais lui mettre ce qu'on appelle une tour Montessori, voilà. Et en fait qu'est-ce qu'on fait? On met l'enfant à hauteur de l'adulte, mais du coup on ne se met pas nous à hauteur de l'enfant. Et alors ça, c'est quelque chose qui a souvent choqué mes plombiers, mais quand on a
l'opportunité d'avoir 2 salles de bain et qu'il y a une salle de bain pour les enfants, ben moi je baisse le lavabo à hauteur d'enfant en fait, pour qu'ils n'aient pas à monter sur un marchepied. Donc je mets à leur hauteur. Et quand tu vas visiter une école de maternelle en fait, tu te rends compte qu'en fait ils ont tous des WC à leur hauteur, des lavabos à leur hauteur, des tables et des chaises à leur hauteur, des porte-manteaux à leur hauteur. Et ils rentrent à la maison et il y a rien qui est fait pour eux, alors que c'est quand même leur maison quoi, tu vois. Donc moi j'essaie de penser à ça. Donc effectivement, s'il y a qu'une salle de bain, oui, l'astuce du marchepied, c'est bien. Mais si on en a 2, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas le lavabo plus bas? Et une réflexion de plombier, ça a été de me dire, vous savez, ils vont grandir vite, hein. Mais non, en fait, laisse-leur le temps de grandir. Ça prend quelques années de grandir, en fait, un enfant. Donc, tu vas baisser de 10, 15 centimètres le lavabo. Toi, tu peux te baisser. Tu peux même l'utiliser en tant qu'adulte, en vrai, tu vois. Et ton enfant, il peut prendre le temps de grandir, avoir un miroir qui soit à sa hauteur, etc. Et les WC, c'est pareil, ça ne coûte pas cher du tout d'avoir un WC taille enfant dans une salle de bain d'enfant. Et au pire des cas, tu les changeras plus tard. Ouais. Mais pendant 10 ans, ils auront eu des WC à leur taille. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est pas commun et c'est pas quelque chose qu'on pense tout de suite pour sa propre maison. Ouais. Effectivement, comme tu dis, dans les écoles primaires, on le voit facilement, il y a toujours ce genre de structure aménagée pour les enfants, mais pas à la maison. C'est ça. Alors après, c'est la façon de ranger. On a tendance à se dire, ouh là là, les verres, on va les mettre dans les meubles hauts parce que c'est fragile, il faut pas qu'ils y touchent. Bah oui, mais en fait, le problème, c'est que le jour où il veut un verre d'eau, en fait, il est obligé tout le temps de faire appel à toi, quoi. Tu le rends pas autonome, ton enfant. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, à un moment donné, j'ai complètement inversé. J'avais mis, tu vois, les Tupperware pas fragiles dans les tiroirs du bas et les verres fragiles dans le placard du haut. J'ai inversé parce qu'en fait, les Tupperware, mes enfants, ils en avaient pas besoin, alors que les verres, ils en avaient besoin. Donc, les verres, les assiettes, tout était et tout est toujours d'ailleurs à hauteur d'enfant. Ça leur permet de vider le lave-vaisselle. Donc, voilà, on distribue la charge mentale, qui n'est pas toujours sur la même personne, n'est-ce pas, qu'on ne citera pas. Et puis, donc oui, ça les apprend à participer aussi aux tâches ménagères, autonomes, etc. Après, la question de l'évier, elle sera toujours à hauteur d'adulte dans la cuisine. Ça, c'est sûr et certain. Mais on peut tout à fait mettre une petite carafe d'eau à disposition sur une étagère qui soit un peu plus basse et à hauteur d'enfant. Tout à fait. Il y a des choses à adapter, en fait. C'est des petites choses mais qui peuvent vraiment changer radicalement, je pense, leur quotidien à la maison. Complètement. Ouais. Trop bien. Je vais enchaîner là-dessus, du coup. Peut-être qu'on peut prendre quelques petits cas concrets sur l'optimisation de l'espace. Alors, 3 cas qui pourraient être intéressants. Peut-être la transformation d'un T3 en T4, l'optimisation d'une salle de bain et l'optimisation d'une cuisine. Est-ce que tu as sur ces 3 cas-là on va commencer par le T3 et vers le T4 sur l'espace au global. Imaginons peut-être justement l'arrivée d'un enfant ou on veut agrandir ou pour du télétravail. Tiens, on peut penser aussi à nos amis entrepreneurs. On veut une pièce supplémentaire pour un bureau. Comment on peut aménager ça? Alors, c'est important de penser aux fenêtres. Déjà, on va regarder les fenêtres qui existent. Une pièce égale une fenêtre. Une pièce de vie égale une fenêtre. D'accord. Okay. Donc, souvent, ce qu'on va pouvoir transformer, on va regarder évidemment quels sont les murs porteurs, quelles sont les cloisons, etc. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la casse, généralement, quand on transforme en T3 en T4. Et c'est pas un souci, hein. C'est tellement magique le résultat à la fin que ça vaut le coup. C'est beaucoup d'avoir un peu de poussière. Voilà, clairement. Mais ce qu'on va regarder, c'est le nombre de fenêtres. Parce qu'une chambre sans fenêtre, c'est pas possible. C'est pas une chambre, c'est un placard. Voilà. Donc des fois, on a par exemple des appartements avec une cuisine indépendante du salon. Donc si on a par exemple la salle de bain attenante au salon, on sait qu'on a un point d'eau. Donc on va pouvoir déplacer la cuisine éventuellement dans le salon pour faire une cuisine ouverte. Donc tout ça, ça se fait pas juste, on pose la cuisine dans le salon et du coup le salon est beaucoup plus petit et la cuisine devient une chambre. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, ça demande quand même un peu d'expertise. C'est pour ça que c'est pas sur un podcast que je vais pouvoir te donner toutes les astuces. C'est juste d'avoir un petit peu quand même une formation et un métier. Mais la cuisine, du coup, qui est libérée,
peut devenir potentiellement une chambre. Mais après, ça dépend de sa taille. Et souvent, on va se rendre compte que la cuisine, juste à côté, il y a une chambre. La chambre est plutôt grande, la cuisine est plutôt petite. Par exemple, si on a 7 mètres carrés et puis 15 mètres carrés, et la cloison qui est entre les deux, on va la déplacer et puis on va redistribuer les mètres carrés, de faire 2 chambres plutôt de 10 mètres carrés au lieu de faire une de 15, une de 7, ou voilà. Ensuite, on va traquer les mètres carrés dans l'entrée, dans les couloirs, etc. Et on va essayer du coup d'agrandir le salon qui maintenant va accueillir une cuisine en fait. Donc voilà, c'est compliqué d'expliquer ça uniquement en audio, j'imagine. En podcast, comme ça. Mais voilà, quelque chose qui est hyper important, c'est de regarder bien où sont placées les fenêtres, parce qu'on ne travaille pas dans un espace qui n'a pas de fenêtre. Alors on peut éventuellement placer certaines choses en second jour. Donc le second jour, ça va être par exemple une cuisine qui ne va pas donner directement sur une fenêtre, mais qui va être ouverte sur un salon qui, lui, a une grande baie vitrée. D'accord ? Donc la cuisine, même si on met une verrière, par exemple, elle va recevoir de la lumière du jour parce que elle donne directement sur un salon qui, lui, va être très éclairé. Ok. Une salle de bain, c'est une pièce qu'on peut mettre aveugle. Un toilette aussi, un dressing aussi, un placard, voilà. Un bureau, non. Il faut à minima qu'ils soient en second jour derrière une verrière, par exemple. Mais voilà, il y a plein de trucs à regarder, mais c'est quand on se penche vraiment sur le plan, on se rend compte du potentiel en fait vraiment que peut avoir en fait les mètres carrés qu'on a achetés, quoi, et notre logement. Et c'est vrai que des fois, en changeant, des fois c'est des petites choses qui changent tout en fait. Juste à déplacer un peu une cloison, comme tu disais, pas avoir peur en fait de faire ça aussi. Il faut pas avoir peur de casser, clairement. Alors mur porteur, on va essayer d'éviter. Quoi qu'on peut le faire si c'est vraiment indispensable, mais bien sûr, il faut faire appel à un bureau d'études, etc. Mais une cloison, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de faire déplacer une cloison de 10 cm. Et on peut se dire, ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça changeait tout. Parce qu'avec 10 cm de plus, je pouvais placer le lit de la chambre d'enfant dans l'autre sens, dans le sens de la largeur de la chambre. Et du coup, ça faisait une chambre qui avait l'air qui était utilisable avec un bel espace de jeu au sol, alors que s'il y avait eu le lit dans le sens de la longueur, c'était une chambre couloir. Voilà. Et c'est vrai que sur la perception, ça peut totalement changer, ou sur l'utilisation en fait. Complètement. Sur la perception et sur l'usage, vraiment, ça transforme complètement l'espace. Ok. Pour la salle de bain, du coup, pardon, alors pour la salle de bain. Pour la salle de bain, donc là j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube Optimise mon espace sur des optimisations de salle de bain. Mais alors il faut faire attention aux normes électriques dans une salle de bain, notamment ce que je peux constater régulièrement dans des belles salles de bain sur Pinterest et Instagram, c'est le lave-linge à côté de la douche, qui est complètement mais strictement interdit. Donc 0 appareil électrique. Enfin, 0 lave-linge en tout cas, ou prise à moins de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la base. On peut mettre éventuellement un sèche-serviette à condition qu'il soit classe IP44. Bon, ça, c'est les sujets un peu techniques, mais on peut mettre un sèche-serviette juste à côté de la douche, dans les 60 cm. C'est pas un souci, à condition de choisir le bon modèle. Voilà. Idem pour la lumière. Et après, donc pour l'optimisation d'espace, on va essayer de mettre la douche la douche dans le sens de la largeur. Et on va essayer d'avoir le meuble vasque face à soi. Bon, après, ça dépend de la forme de la salle de bain. C'est compliqué de répondre à cette question en vrai. Pour une petite salle de bain en couloir, on va essayer de mettre la porte au milieu, le lavabo d'un côté, la douche de l'autre. Si c'est une forme un peu plus carrée, il y a encore, c'est encore différent. Mais voilà, il y a plein d'astuces à connaître. Et parfois, pour le lave-linge, quand on se dit que c'est pas possible, parce qu'on n'a pas, par exemple, 1,20 m, parce qu'un lave-linge fait 60 cm. Donc, si tu dois le caler à 60 cm de ta baignoire, il faut avoir 1,20 m minimum. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, parfois, c'est pas possible.
Et à ce moment-là, la solution, ça va peut-être être de sortir le lave-linge de la salle de bain en recréant une espèce de placard qui va s'ouvrir sur le couloir, par exemple. Et le lave-linge, du coup, est dans une cloison, est complètement caché et complètement séparé de la salle de bain, en fait, et de la baignoire et de la douche. Donc, même si tu risques pas de t'électrocuter, quoi. Voilà. Mais d'abord, priorité à la sécurité dans tous les cas. Non, mais c'est important aussi de le rappeler qu'il faut faire aussi attention aux normes. Parfois, on a envie de faire beau et de voir aussi ce côté qui est important, quoi. J'en profite parce que les normes, enfin, cette histoire de normes dans la salle de bain, il y a un accident qui est très connu, c'est on sait tous que Claude François est mort avec son sèche-cheveux, avec son sèche-cheveux ou en revissant sur une ampoule au-dessus de sa baignoire. Bon, bref, le sèche-cheveux, on sait qu'il faut pas se sécher les cheveux dans la baignoire. Au cas où on la ferait tomber, effectivement, on prend le jus. En revanche, chaque année, il y a des morts dans leur salle de bain, dans leur baignoire, parce que ils scrollent sur leur téléphone qui est en train de charger. Et ça, c'est un truc, c'est encore un drame dont on parle très très peu, en fait. Mais c'est horrible, en fait. Il y a beaucoup d'ados, notamment, qui meurent comme ça. Donc, les prises, on les met loin, et bien sûr, on éduque aussi ces enfants et ses cohabitants. Pas de smartphone quand on se lève, interdit. Prenez un bouquin. Ce sera pas mal. Ok. Voilà. Non, mais t'as raison, c'est important aussi de souligner ça. C'est vrai que c'est assez dramatique. Ouais. Alors après, pour la cuisine. Ouais. Alors là, la cuisine, on va vraiment être focus sur l'ergonomie. Ok. Je lave mes légumes. Donc d'abord, je les prends quelque part dans le lieu de stockage, le frigo, les placards, etc. Ensuite, je les lave. Et avant de les cuire, qu'est-ce qui se passe ? Entre l'étape je lave et je cuis. Bah, tu les coupes, tu les découpes. Voilà. En fait, chez les cuisinistes, depuis les années 50, il y a un concept qui s'appelle le triangle d'activité. Et en fait, le triangle d'activité, c'est quoi ? C'est stockage, lavage, cuisson. Et là, tu te dis, mais t'aurais pas un peu oublié quelque chose par hasard ? En fait, cuisiner, c'est préparer. D'accord ? Et il manque ce point-là essentiel qui est la préparation. Et c'est comme ça que souvent, tu vois dans les images des cuisines des années 50, la cuisson qui est collée à l'évier et puis madame qui cuisine en fait sur la table de la cuisine. Voilà. Donc, qui se pète le dos. Le plan de préparation, il doit être situé entre l'évier et la plaque de cuisson. Même si ton espace entre l'évier et la plaque est réduit, tu vas forcément tout le temps, naturellement, utiliser cet espace-là. Donc, il faut absolument te laisser de la place à cet endroit-là, clairement. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il faut aussi penser à un espace, un plan de petit électro, dépôt, des trucs comme machin, un plan de dépose. Voilà. Ça, c'est hyper important et on n'y pense pas, mais du coup, ça fait des plans de travail qui sont souvent hyper encombrés. Parce qu'on n'a pas pensé à où est-ce qu'on allait poser sa bouilloire, son grille-pain, son machin, son mixeur. Voilà. Et ça peut aller très vite. Et ça va très vite, ça va super vite. Et si ça se retrouve après branché entre l'évier et la cuisson, eh ben ça t'emmerde au moment où tu dois couper tes légumes, ton poisson, ta viande, voilà. Donc c'est assez problématique. Donc on prévoit l'espace pour le petit électro avec un petit plan de travail qui va être dédié à ça. Et l'espace entre l'évier et la plaque, il doit être vide. Ça va être dédié à la préparation. Et voilà, après, il faut prévoir l'espace repas, évidemment, la zone de dépose, voilà, un petit électro. Et là, c'est ça le plus important sur les cuisines. Ouais. Trop bien. Trop bien, trop bien. Je vois que l'heure tourne, c'est trop intéressant. Faudrait effectivement le côté schéma aussi, c'est cool aussi, mais bon, ça sera pour une autre fois. Est-ce qu'il te reste quelque chose à partager qu'on n'aurait pas forcément évoqué sur l'optimisation d'espace qui te vient ? Sinon, je te propose de passer à la phase tac au tac et actionnable de ce podcast. Tac au tac. Allez, tac au tac. Passons au tac au tac. Allez, c'est parti, face action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Oberkaï. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire.
Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet d'optimiser leur espace, assez global du coup. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, un outil à partager, un conseil hyper concret que tu peux leur donner ? Je peux pas donner autre chose que le guide Home des 10 questions à se poser pour réussir son projet, qui est téléchargeable gratuitement sur le site Optimise mon espace. Voilà, on télécharge le guide, on le remplit, on le fait ça en famille, si on vit en famille évidemment. Et du coup, ça devient un projet global et pas un projet porté par une seule personne dans le foyer. Et on sait généralement laquelle c'est. Oui, clin d'œil. Ok, trop bien. De toute façon, je mettrai le lien en description. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal ? Eh ben, c'est le mien, figure-toi. Et je suis ravie de répondre à cette question comme ça, tu vois. Je suis ravie que tu me poses cette question parce que je viens d'acheter cette maison. Enfin, je l'ai achetée cette année après une longue épopée de plusieurs années. Enfin, ça faisait quelques années que j'avais cette vision d'une maison avec une terrasse qui donnerait sur la canopée des arbres. Donc, il me fallait un terrain en pente pour avoir cette fameuse canopée. Et l'histoire de cette maison est assez extraordinaire, mais voilà, je l'ai trouvée. Et il y avait même mon année de naissance qui était écrite sur le mur. Génial. C'était fait pour toi. Elle était faite pour moi. Et quand je l'ai achetée, j'ai dit, cette maison a exactement à mon âge et elle est toute à rénover comme moi. Parce que parallèlement aux soins que j'ai dû apporter à rénover cette maison, j'ai eu un cancer l'année dernière. Donc, il y a eu tout un parallèle comme ça de me soigner et soigner ma maison. Et j'ai vraiment compris à quel point, enfin, je le savais déjà, mais à quel point vraiment notre maison, c'est notre troisième peau, et le fait de décortiquer cette maison, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de malfaçons, beaucoup de désordres, de ce qu'on appelle les désordres du bâtiment, et qu'en fait, on pouvait les résoudre, on pouvait les soigner. Et ben, c'était vraiment, j'avais l'impression clairement de soigner cette maison, à la fois dans sa distribution de l'espace, mais aussi dans structurellement, dans les matériaux aussi qui étaient choisis, dans la ventilation de la maison qui était catastrophique, dans beaucoup de choses. Dans l'ensemble. Trop bien. Merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais un mot pour définir ton bercail, ce serait lequel ? Ouais, et ben c'est justement celui-là, c'est soigner. Soigner. Il est soigné. Voilà. Trop bien. Et soignant. Soignant, tout à fait. Est-ce que tu as des ressources pour se renseigner un peu sur le sujet ? Alors, bon, bien sûr, il y a le guide Home et tout ce qui est lié à ta formation. Mais est-ce que tu aurais d'autres ressources, des personnes à suivre, des livres, etc. ? Alors, je te disais que effectivement l'optimisation de l'espace, c'est un sujet qui est très peu traité. Et souvent, enfin voilà, ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais souvent maltraité. C'est ça le problème. Et le nombre de fois où je suis tombée sur des plans, j'ai acheté des bouquins d'architectes qui présentent leurs plans, c'est catastrophique en fait. Au niveau optimisation d'espace, c'est très souvent dénué de bon sens, et on peut pas leur en vouloir parce que c'est malheureusement pas appris à l'école. Et moi, je me suis vraiment penchée sur ce sujet-là très très en profondeur, de par mon métier, mais de par aussi mon expérience personnelle. Donc, ressources de livres en optimisation d'espace, non. Sur ma chaîne YouTube Optimise mon espace, tu trouveras plein d'études de cas d'optimisation d'espace. Donc ça, c'est une bonne ressource. Et après, j'ai cherché, parce que tu vois, là derrière moi, j'ai beaucoup de livres qui parlent de déco, qui parlent d'architecture, etc. Et je me suis dit, mais lequel pourrait être le plus intéressant par rapport aux discussions qu'on va avoir ? Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et finalement, celui que j'aime beaucoup, c'est pas une architecte qui l'a écrit, c'est une journaliste, Mona Chollet. Ok. Ce bouquin s'appelle Chez soi, une odyssée de l'espace domestique.
C'est un livre que j'ai énormément aimé. Donc, Mona Chollet, elle est journaliste au Monde diplomatique. Et en fait, elle a fait cet essai sur les casaniers, en fait. Et que représente la maison? Voilà, le foyer, un lieu de repli frileux où on s'avachit devant la télévision en pyjama informe, sans doute, mais aussi dans une époque dure et désorientée, une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs. Dans l'ardeur que l'on met à se blottir chez soi ou à rêver de l'habitation idéale, s'exprime ce qu'il nous reste de vitalité, de foi en l'avenir. Et j'ai adoré ce livre et je le conseille à tout le monde. Et après, il existe des livres, voilà, par exemple celui-là, le tour des matériaux d'une maison écologique, mais le problème là, c'est plus un bouquin qui est pas fait pour la rénovation, mais enfin, qui est vraiment fait pour la maison individuelle, et ça reste quand même assez anecdotique, même si c'est hyper intéressant de voir toutes les réflexions qu'il y a. Ok. Voilà. Et puis après, il y a des livres qui concernent les matériaux. Les matériaux ou la décoration, il y en a plein, mais j'en ai pas un à citer plus qu'un autre. Ok. Voilà. Bon, je mettrai déjà ces deux ressources-là. Mona Chollet, c'est pas un nom qui m'est inconnu. Je pense qu'on me l'a déjà évoqué, mais peut-être pas sur... je sais pas si elle est a très plusieurs engagée, ouvrages. féministe, etc. Elle a écrit plusieurs essais, sur différentes thématiques. C'est top. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tu me disais sur ta chaîne YouTube. Optimise mon espace, sur le compte Instagram école_homme, donc école homme, on nous trouve assez facilement, sur le blog optimisemonespace.com, et puis au Homer Day prochain, qui est le séminaire de l'habitat pertinent sur Bordeaux, les 20 et 21 janvier 2024, et vous avez toutes les infos sur le site optimisemonespace.com. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour ce moment, Maëlys. C'était super chouette. Merci à toi, Caroline. Merci. Et puis, j'ai plus qu'à dire à tout le monde, à bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les 3 choses principales à retenir. Notre maison représente notre 3e pot et il est crucial de prendre le temps d'analyser ce projet pour renforcer notre bien-être. Voici 3 aspects à considérer. Détailler le public cible. Aller au-delà de la simple inclusion de soi-même ou de son conjoint. Plonger dans une analyse approfondie des individus qui occuperont l'espace, tenant compte de leurs besoins spécifiques. Ensuite, quelle est la durée de vie du projet? Examinez la durée pendant laquelle vous envisagez de vivre dans cet espace. La réflexion s'étend à la question de savoir si vous prévoyez de vendre ou de louer et à quel type de personnes ou de famille vous destinez cet espace. Cette vision approfondie guide vos choix de conception, car les besoins et les utilisations peuvent varier considérablement en fonction de ces facteurs. Enfin, anticipez aujourd'hui et demain. La planification ne se limite pas au présent. Vous explorez comment vos choix de conception doivent être adaptés non seulement à vos besoins actuels, mais aussi à ceux qui pourraient émerger à l'avenir. En comprenant ces éléments, vous serez mieux préparé à créer des espaces durables et adaptés à l'évolution de votre vie. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.